bonsoir, bonsoir. J'aime bien le faire comme Jean Neuin, enfin, personne connaisse Jean Neuin, mais oui, bah, je sais, mais ça c'est, voilà, j'aime bien marquer dans mon territoire cette espèce de... le cirque, non? Non, alors ça c'est pas le cirque Jean Neuin, c'était 36 chandelles, non j'étais pas encore né d'ailleurs, mais c'était un truc complètement, pas pourri, mais c'était marrant, c'était... enfin, on va pas passer là... Ah, c'est mon époque, oui. C'était en années 30, je crois. Donc, il y avait 4 télés. Donc, c'était moi, j'en ai un. Qu'est-ce que... Ah non, c'était Roger Lanzac, le cirque. Roger Lanzac, là c'est... Là, carrément... Hein, la piste aux étoiles. Qu'est-ce que c'était chiant. Je déteste le cirque. Ah non, je dois pas le dire. Non, c'est bien le cirque pour les enfants. En fait, ce qui m'énervait, c'est que le dompteur, il n'était jamais mangé. Et puis les mecs, ils tombaient jamais du trapèze. Ça va toujours... je ressortais de là-dedans. En plus, les mecs, ils faisaient des trucs comme ça, machin, avec le clown blanc, le truc qui se lançait. Ridicule. Non, c'est pas... Je sais pas ce que j'ai. Hein. Bah non, mais c'est le 1er mai, donc travailleurs, unissez-vous, regardez-nous. On s'unit, nous on est la société de l'avenir. Hein. On va travailler jusqu'à 75 ans et on travaillera le 1er mai pour les vieux. C'est-à-dire... bah oui, enfin, le reste de la population, quoi, à part nous. Hein, ça devient du... Bon, on va peut-être la commencer, cette émission. On va essayer. On va se faire insulter par tout le monde. Les gens qui aiment le cirque, les gens qui aiment les vieux, comme moi. On n'a pas attaqué les enfants. Non, pas encore. Non, on n'a pas fait les enfants encore. Mon coup de cœur du moment, en BD, On Mars, aux éditions Daniel Maguen, de Grune et de Grimbert. Ça se passe sur Mars. Ça se passe sur Mars, exactement. J'adore le dessin que nous propose Daniel Maguen. À chaque fois, c'est très très beau. À chaque fois, c'est très bien travaillé. Regardez. Ligne claire. Ouais, regardez, c'est joli. Hein. Oh, j'adore. J'adore. Regardez ça. Ça c'est voilà. Ça c'est très beau. Ah oui, c'est de la BD ça. C'est très drôle. Non, c'est très. Et puis en plus, c'est de la BD pour des gens qui savent lire parce qu'il y a du texte. Regardez. Non, c'est pour rire en fait. Ah, mais oui, je sais, je l'ai dit. En fait. 2 fois. Je vous le redis, c'est en fait 3 fois. Les gens qui nous regardent là, aujourd'hui, vont gagner cette BD s'ils nous disent, ils nous donnent le nombre exact de l'émission précédente. Voilà, donc vous comptez le nombre de fois où il a dit en fait, vous nous l'envoyez et Fred se chargera de tirer, parce qu'à mon avis, il va y avoir plein de gens. Donc on tirera en fait le nom de la personne dans une espèce de... Voilà, et puis vous recevrez cette magnifique BD pour littéraire. Voilà, en fait. Bon, on a encore un petit truc pour... Vous raconté ce scénario? Ah bah oui, c'est vrai, pardon, en fait. Le scénario de la BD. La colonisation de Mars, qui en a encore à ses dits balbutiements. La solution qu'a trouvé la Terre en fait pour coloniser Mars est de tout simplement en fait d'envoyer des prisonniers. Des prisonniers qui vont travailler en fait de façon complètement forcée. Bien évidemment, la colonisation, les gens ne l'acceptent pas forcément. Et toute une question politique va s'ouvrir. Est-ce que c'est moral d'envoyer des prisonniers coloniser Mars? Et est-ce que Mars, la planète de l'avenir, devrait se construire en fait sur des prisonniers et sur la souffrance? Moi franchement j'ai vachement accroché. Daniel Maguen, encore vraiment, comme je le disais tout à l'heure, a frappé un grand coup. Je trouve que c'est souvent des BD de très très bonne qualité. Foncez, n'hésitez pas à regarder ce que fait la maison d'édition. Enfin, on peut quand même simplement faire remarquer que l'Australie a été basée, est fondée sur des bagnards qui n'étaient pas forcément des gens très... En fait, ils ont répété sur Mars, quoi. L'Australie, voilà. On m'avait appris un truc, je ne savais pas. Ah bah voilà, c'est large. Alors, j'avais adoré ce roman. Moi, pour moi, c'était un des plus beaux romans, mais il y a 2-3 ans, je pense. Hein. Anna Hope, c'est vraiment une extraordinaire écrivain anglaise. Elle s'appelle La salle de bal. Ça vient de paraître chez Folio. Hein. On est dans les années 1911. C'est alors, le Yorkshire. Le Yorkshire, c'est un peu... Je ne sais pas si vous avez lu Conan Doyle, où il y a une... je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a une bête qui erre dans le chien de Baskerville. Oui. Et qui erre dans cette lande et tout. Et le Yorkshire, c'était le pays des mines. C'était le pays très très pauvre. Hein. D'ailleurs, c'est toujours resté relativement pauvre par rapport à Londres. C'est eux qui ont beaucoup voté pour le Brexit, entre autres. Et là, il y a une jeune fille, c'était aussi là où est née la révolution industrielle, avec les grandes filatures, ou l'exploitation des pauvres, des gens et tout. Et là, il y a une jeune femme qui, à un moment, décide, elle casse son métier, parce qu'elle craque, elle en a assez, mais
pour bien montrer que ça ne se fait pas, on l'envoie dans un hôpital psychiatrique. Alors vous allez avoir cette vie d'hôpital psychiatrique avec un docteur, un jeune docteur qui est... vous allez voir ces théories, je ne peux pas vous déflorer l'histoire. Et puis vous allez voir, est enfermé dans cet asile psychiatrique un autre homme. Vous allez voir pourquoi il est là, pourquoi ils vont s'entendre tous les deux. C'est plein de rebondissements, c'est surtout tout le 19e siècle. Toutes les théories aussi de médecine du jeunisme, vous savez, la suppression des gens qui sont fous pour ne garder que les plus brillants, soi-disant, parce que la race devait être parfaite. Et puis vous allez voir, ils vont s'échapper. Et là va commencer une aventure bon, c'est un livre très très fort, c'est irracontable parce qu'en fait tout est dans les personnages, la profondeur des personnages. J'en parle très très mal, mais ne vous posez pas de questions, c'est pas cher. Ici le succès avait été monstrueux, les gens avaient adoré et ils ont tout lu. Ça s'appelle Le Salle de bal de Anna Hope et c'est chez Folio, je vous le conseille vraiment fortement. Oui, il me regarde bizarrement. Je regardais le titre. Oui, ça s'appelle La Salle de bal. Bal, B-A-L, hein, pas 2-L-E, parce que, enfin, je vous dis ça comme ça. Il y a un petit coup de gueule parce que je commence un peu à avoir ras-le-bol de ces éditeurs, parce que ça a été la mode, et c'est encore un peu la mode du polar scandinave qui nous on a un déferlement de daubes. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est presque devenu un secteur en soi. Ouais, et puis c'est toujours la même chose. Alors, si on les écoute, ils sont... je sais pas pourquoi il y a encore des habitants en Suède et partout, parce qu'ils sont tous suicidaires, ils s'emmerdent comme des rats morts. Mais ils s'entretuent, hein, puis il n'y a que des serial killers partout, c'est vraiment... Ça a l'air sympa la Suède. Ah oui, mais ça donne pas envie, hein. Moi, tout ce que vous lisez, ils sont tous starbés et tout, enfin c'est vraiment effrayant, hein. Alors ça existe certainement, faut pas, je plaisante, mais c'est vrai que ça existe aussi, et qu'il y a des grandes écrivains de polar scandinave comme Grebe, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, hein, mais... Entre ces gens exceptionnels, vous avez une espèce de pléthore, ils vont arriver à dégoûter les gens, c'est-à-dire à dire si c'est ça le polar scandinave, on va s'arrêter. Et là, ces gens, hein, notre collègue, qui nous a fait découvrir ça, ça s'appelle Octobre de Soren Sveistrup, ou Sveistrup, enfin voilà. On est à Copenhague, à notre époque, hein, et puis... il y a un meurtre absolument abominable, c'est-à-dire qu'on retrouve je crois que c'est dans la forêt, le corps d'une femme, et vous allez découvrir qu'à chaque meurtre, il manque une partie du corps de la victime, et à côté, il y a un marron avec ça représente un petit bonhomme, vous voyez, voilà, on lui met des allumettes, et puis il y a le corps et la tête, et on essaye de trouver alors on fait des recherches d'empreintes, hein, et on retrouve les empreintes d'une petite fille, enfin d'une jeune fille, oui c'est une petite fille, qui est en fait la fille du ministre de la Santé ou quelque chose comme ça, ou des Affaires sociales, et cette petite fille a disparu depuis un an, et on ne sait pas, on la considère comme morte, et on se demande mais pourquoi ces empreintes sont sur... Et là commence une intrigue absolument incroyable. Alors, il y a un côté social, c'est vrai, là, mais qui est hyper bien fait, qui n'est pas un livre à test, c'est-à-dire que ça, c'est le côté talentueux, c'est-à-dire qu'il nous fait découvrir, c'est vrai, et c'est un livre universel parce que les questions qu'il pose, on peut se les poser en France, mais c'est surtout un polar, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous devez savoir qui est qui a quoi, et puis les personnages sont psychologiquement hyper bien. C'est ça, en fait, le talent, il est là, c'est-à-dire qu'ils deviennent de la chair, du sang, on voit les rouages sont logiques ou illogiques, mais voilà, on y croit du début jusqu'à la fin. Allez-y, c'est une pure merveille, ça s'appelle Octobre de Soren Lom. Et voilà, et c'est chez Albin Michel. C'est un des incontournables voilà, avec Grebe, le nouveau Grebe, mais on vous en reparlera du nouveau Grebe un peu plus tard. On se fera peut-être un spécial avec Jean, notre associé qui est fou de... Oui. Elle est très jolie aussi. Je pense que c'est pas... Enfin, je crois qu'il y a le texte, mais il n'y a pas que ça. Donc, les gens se plaignaient que vous ne présentiez pas beaucoup de polars. Ils en ont beaucoup. Oui, mais ça c'est par période. Hein, parce que je vois pas pourquoi on parlerait de polar s'il n'y a pas de bons polars. Enfin, si je considère que c'est vrai. C'est ça. Bon, il a intérêt de dire oui, parce que sinon, j'imagine qu'ils disent non. J'aime bien avoir ma tête de facho. Alors, vous avez encore d'autres choses là? Je vais présenter un polar. Olivier Norek. Le dernier, Olivier Norek. Je vous laisse en parler. Aux éditions Michel Lafon. J'ai vachement accroché à cette histoire. On commence sur une intervention de police qui va vouloir en fait désirer arrêter un dealer. Malheureusement, l'opération va pas du tout se passer comme ça se passe où? À Paris au début.
L'opération va pas du tout se passer comme on va l'imaginer. Et en fait, l'agent de police, notre héros qu'on suit, enfin notre héroïne qu'on suit, va se faire tirer dessus, au visage. Hôpital, bien évidemment. À son retour au commissariat, son administration va tout faire en fait pour la mettre au placard, tout simplement, parce que voilà, les collègues ne supportent plus de voir son visage. On voit vraiment que c'est une erreur de la police. Ah. Ils vont essayer de... Et pour la mettre au placard, ils vont l'envoyer dans une petite commissariat de banlieue, même de province, où il y a un commissariat pour je sais pas combien de kilomètres à s'occuper. Très peu d'habitants et il ne se passe jamais rien là-bas. Un enfant va être retrouvé à la surface d'un lac. À partir de là, toute une enquête va se déclencher. C'est super bien écrit, c'est super efficace. C'est un super suspense. C'est un super suspense et surtout ça va à 300 km/h. Ah, il revient à ses amours des premiers temps, quoi. Exactement. Voilà. Moi, j'adore ces bouquins où on a vraiment l'impression de les dévorer en une seule soirée. C'est super efficace. Moi, j'adore Norek. Pour le coup, foncez. Je trouve que c'est un des gros titres de cette année. Voilà, moi je l'ai pas lu encore, hein, mais bon, j'en ai tellement, et puis il faut lire plein de choses en histoire, eux ils peuvent, moins être obligés de lire de l'histoire, mais moi j'adore l'histoire, donc juste pour vous parler aussi de... Ah oui, n'oubliez pas, si vous n'avez pas lu ça, hein, c'est un pure merveille aussi au niveau du polar, on fait un spécial polar, hein, Ouais. de Nathan Auerbach. Batman chez Belfond, alors ça c'est un véritable roman, hein. On est dans une petite ville américaine, une famille pas très riche, hein, le père est pas au chômage mais ça gagne pas beaucoup sa vie, il y a un grand frère et puis un petit qui a 3 ans, on les envoie faire des courses au supermarché, ils se tournent et le petit frère a disparu, vous imaginez, c'est l'enfer quoi, c'est-à-dire le gosse, on le retrouve pas. La police décide que c'est fichu et que le gosse il a été enlevé, qu'il n'y a aucune chance de le retrouver. Et le grand frère, hein, c'est un ado. Hein. Alors ça c'est extraordinaire parce que vous êtes complètement dans la panique de ce gamin et lui il est persuadé que son petit frère n'est pas, il est pas mort et qu'on va le retrouver. Mais bon, entre-temps, le père est au chômage, la famille est complètement cassée, la mère, elle parle à son petit frère dans sa chambre, vous voyez, tout est foutu. Et donc, pour survivre, cette famille, elle a besoin que le grand frère aille travailler. Et où il trouve une place dans le supermarché dans lequel vous imaginez déjà, trouver une place dans le supermarché dans lequel le petit frère a été enlevé. Je vous décris pas, parce que chaque personnage qui est dans ce supermarché peut être un kidnappeur potentiel. Et tout se passe, alors vous êtes déjà dedans, et puis au bout de 2 ou 3 semaines, on retrouve dans un objet trouvé du magasin, là, alors qu'ils n'y étaient pas avant, le doudou du petit frère. Donc ça commence... et là, il y a une personne que vous allez découvrir qui dit, moi j'ai vu ton petit frère il y a 6 mois, pas loin, sur une route, va commencer. Et là, c'est un polar absolument... Alors d'ambiance, hein, psychologiquement, vous êtes... c'est... Il n'y a pas de, par rapport à tout ce dont on vient parler, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Voilà, c'est simplement une ambiance, un suspense psychologique. Et bien alors, il y a une fin, je ne vous dis pas. Alors là, je m'attendais à tout, mais pas à cette fin. Et ça, j'aime bien être surpris. Donc allez-y, la couverture, plus j'adore. Ouais. Et puis, ça s'appelle Batman. À mon avis, c'est un grand bonhomme, ça aussi. Hein. S'il en refait des comme ça, et c'est chez Belfond Noir, super truc. Ouais. On reste dans le polar. Ah, c'est vrai qu'on fait que des polars depuis Ouais, vous pourrez pas nous reprocher. Ça faisait longtemps. Je suis tombé complètement sous la coupe de Val McDermid. Alors Val McDermid, hein, c'est une des plus grandes écrivains de polar contemporains. C'est le genre 15 millions de ventes de livres, vous voyez, à travers. Et elle n'est pas si connue que ça en France, alors qu'elle est connue dans les pays anglo-saxons. C'est vraiment une star. Elle est écossaise, hein, donc c'est super sympa. Elle est super sympa. On l'a reçue il y a pas longtemps à la Griffe Noire. Et là, j'ai découvert ce livre qui s'appelle Scènes de crime, 200 ans d'histoire et de sciences criminelles. C'est aux éditions. Alors ça c'est génial parce que on commence au 19e et puis jusqu'à nos jours et elle vous décrit les différentes méthodes d'investigation et puis leur évolution, hein, surtout, c'est-à-dire qu'on commence avec rien au 18e parce qu'on ne connaissait pas et puis la science évoluant, vous allez voir comment ça évolue. Mais l'intéressant c'est pas ça, c'est que en fait pour vous montrer l'évolution, elle vous parle de crimes qui ont existé et en fait quand elle est tellement bonne que quand elle décrit le crime, ça devient un vrai polar, c'est-à-dire que là-dedans vous avez au moins 10 polars, c'est-à-dire que on connaît pas, moi il y a plein de crimes que je ne connaissais pas, elle vous les raconte et l'ambiance de l'époque et les conditions scientifiques et les conditions de la manière dont on a récupéré
On a retrouvé l'assassin, c'est absolument génial. Le premier, j'arrête pas de parler du premier parce que je trouve ça génial. En fait, c'est l'histoire je crois que c'est un homme qui se fait abattre d'une balle de pistolet dans la tête. On est au 18e, hein, donc il y a le chirurgien qui fait une autopsie, enfin il ouvre le crâne. Et là, dans la balle, où il y a la balle, il retrouve un morceau de papier où il y a un début de chanson populaire. Et dans un des suspects, qu'est-ce qu'on trouve dans les poches d'un des suspects? Et ben, parce qu'en fait, pour les pistolets de l'époque, il fallait bourrer le pistolet avec du papier. Et donc, il avait utilisé sa partition. Et on retrouve dans la poche d'un des suspects le morceau restant de la partition qui a servi à tuer voilà, tout est comme ça, vous êtes dedans. Et en plus, ça vous rend intelligent parce que, en plus, elle vous explique, les experts, comment on est arrivé de Vidocq, où il n'y avait pas grand-chose, aux experts à Miami, quoi. Donc, allez-y, moi, j'avais plein de choses à lire. Je suis rentré complètement dedans, je ne l'ai pas lâché. Et puis, en plus, pour le même prix, vous avez au moins 10 polars en plus de l'initiation aux méthodes scientifiques. Ça s'appelle comment? Scène de crime de Val McDermid aux éditions Les Arènes. Vous en avez encore un petit, vous? Oui, oui. Oh, voilà. Oui, comme il est fou, il n'a pas d'or. Un manga aux éditions Kana, Errance de Inyo Asano. Inyo Asano, déjà un auteur que j'aime beaucoup, qui s'est fait connaître pour la série Bonne Nuit Poun Poun. Bonne nuit, comment vous pouvez... Bonne Nuit Poun Poun, c'est très particulier. Bonne Nuit Poun Poun. Poun Poun, Ah oui. je vous le montrerai, c'est vraiment une... Ah non, 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 je tiens pas. Voilà. Alors, Inyo Asano, connu pour avoir un style qui n'est pas le plus populaire en France, mais qui commence à se faire de plus en plus connaître, la tranche de vie. La tranche de vie qu'on pourrait en fait tout simplement associer à la littérature. On n'a pas d'histoire, on nous raconte la vie des gens. Dans ce manga, en fait, on va nous raconter il n'osera jamais le dire, mais on parle vraiment d'Inyo Asano, en fait, de sa vie de mangaka. Et aussi, en fait, de son désamour pour le manga. Parce que la particularité d'Inyo Asano, c'est qu'il déteste le manga et que c'est un grand auteur de manga. Il va nous dire, en fait, sa façon de détester le manga, sa vision, en fait, des auteurs qui est complètement noire. Et j'ai trouvé vraiment ça hyper bien fichu. C'est aussi une rétrospective de toute son œuvre. Si vous êtes fan d'Inyo Asano, foncez. Si vous voulez découvrir le côté très sombre de la vie de mangaka, foncez. Série plutôt adulte, je le déconseille pour les jeunes. Ah d'accord. Je vais vous parler, pour moi, c'est un des meilleurs bouquins historiques qui soit paru depuis très très longtemps. Ça s'appelle À la droite d'Hitler de Nikolaus von Bello, c'est chez Perrin. Et pour moi, ça, c'est vraiment un événement et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus dans la presse. On en a parlé, mais c'est vraiment un livre exceptionnel. Ce Carlos von Bello, alors c'est issu d'une grande famille prussienne d'aristocrates. Le grand-père a été un énorme général au temps de la Première Guerre mondiale. Il fait, voilà, dans la famille, on est militaire. Hein, arrive 1930. Oui, c'est ça. Hitler est au pouvoir et il cherche un nouvel aide de camp pour ce qu'on appelle l'aide de camp pour l'aviation, parce qu'il y avait, je ne savais pas ça par contre, il y avait un aide de camp pour l'armée de terre, un aide de camp pour l'aviation, et lui il est choisi comme aide de camp. Et alors ce type est brillant, ça fait penser à Albert Speer, vous savez, le livre, ce type qui était absolument brillant et c'est encore plus tragique parce que c'est encore plus condamnable. Et donc il s'associe parce que pour lui, il est fasciné par Hitler, quoi. C'est clair, il est choisi et vous allez rentrer dans l'intimité du Führer, hein, c'est-à-dire qu'il va être continuellement avec lui. Vous allez voir que cet homme est un homme hyper brillant, parce que pour moi, aide de camp, alors j'ai confondu avec valet de chambre, vous voyez, à mon avis, c'était le gars qui passait les chaussettes, le pantalon, qui lui grattait le dos quand il prenait son bain, et pas du tout, un aide de camp, c'est pas ça du tout, parce qu'en fait, il doit répondre pour l'aviation, il doit être capable de répondre à toutes les demandes, à toutes les questions de Hitler sur la situation et technique et stratégique. Donc c'est un type qui est complètement intellectuellement un gros potentiel, hein. Donc il est là. Autre chose que vous apprenez, c'est que, alors c'est au jour le jour, hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, c'est l'histoire en direct, c'est absolument incroyable. Il vous donne un portrait de Hitler qui n'est pas du tout celui qu'on voulait nous faire croire, c'est-à-dire en fait, on savait un peu, mais c'est une grosse feignasse, c'est-à-dire il se levait pas avant midi, c'est un emmerdeur de première, c'est-à-dire que il parlait pendant des heures et des heures le soir, on était forcé de regarder des films qui emmerdaient tout le monde. C'est un type en plus qui
on disait, il disait, il fallait faire ça, pas du tout. Lui, il vous raconte que il prenait les avis de tout le monde et il faisait son choix après. Il donnait. Et alors, ça devait être absolument incroyable, c'est-à-dire que Hitler n'écrivait pas, et donc il parlait. Et il donnait, il mettait des idées, alors pas forcément très strictes ou un peu confuses. Et l'aide de camp, lui, il était forcé de les mettre, il était chargé de les mettre par écrit. Alors vous imaginez, il fallait qu'il traduise quelque chose qui parfois n'était pas traduisible parce que le Führer ne savait pas forcément exactement ce qu'il voulait dire. Donc ça arrive à des conséquences pas possibles. Il va rester, je crois, de 1936 jusqu'en 1945, jusque dans le bunker, hein, avec Hitler. Il y a des descriptions absolument incroyables. Vous allez croiser Eva Braun, Göring, vous allez comprendre l'ambition, la jalousie, et puis ce Hitler qui... c'est horrible parce que vous le voyez vraiment vivre. Vous voyez, en plus, c'est absolument abominable. Il était charmant avec les gens de son entourage. C'est-à-dire que c'était un petit bourgeois, hein, mais charmant. C'est-à-dire que vous pensiez, et alors que vous voyez toutes les atrocités, les horreurs qu'il a fait autour, il y a le décalage entre le type et sa politique. Alors, il y a l'excuse du gars qui disait. Les juges n'étaient pas au courant, alors que tout le monde sait que quand on arrive à ce stade d'intimité, c'est pas, voilà, c'est comme Albert Speer, mais lui il s'en est tiré. Enfin Albert Speer aussi, mais lui alors aucun problème. Il a fini, c'est pas si vieux que ça. Mais allez-y, c'est un témoignage. Alors, on peut lire comme un roman, hein, parce que c'est tellement vivant, tellement. Et puis, c'est un témoignage, à mon avis, un des plus grands témoignages sur le Troisième Reich qui nous est arrivé, parce que ça a été traduit là. L'édition, elle est toute récente, hein, donc on ne connaissait pas. Ça a été déjà traduit en Allemagne, je crois, mais pas en France. Si vous adorez l'histoire, si en plus vous aimez la Seconde Guerre mondiale et que vous voulez essayer de comprendre comment fonctionnait le régime nazi vraiment tout au top, vous lisez ça et c'est pas ennuyeux du tout parce que les gens ont souvent peur ce genre de témoignage. Pas du tout, vous êtes dedans, vous lâchez pas. Donc allez, pour moi, s'il y avait un roman, un livre, un essai historique, parce qu'on ne peut pas appeler ça un essai, mais un livre historique à acheter cette année, alors moi je me précipiterais là-dessus et vous allez passer un moment, c'est entre l'horreur, la fascination, la révolte, mais vraiment c'est au quotidien, quoi. Allez-y, c'est une pure merveille. À la droite d'Hitler, de Nicolas von Bello, aux éditions Perrin. Vous avez encore un petit truc ou... Oui. Hop. Ah, c'est toujours. Hein, Une BD que j'aime beaucoup. On en est au 3e tome qui va se finir en 4. Super Sons. Alors Super Sons, on est un peu comme je vous avais raconté à la dernière émission, des super-héros enfants que j'aime beaucoup. On a l'enfant de Batman et on a l'enfant de Superman qui sont en équipe pour affronter les méchants. J'adore le dessin, j'adore le scénario. À la base, c'est une série jeunesse, mais qui m'a rendu complètement gaga. Le dessin de Jiménez est juste à tomber par terre. Jiménez, qui pour moi l'étoile montante de DC, qui va beaucoup faire parler de lui dans les années à venir. Si vous cherchez une BD qui dépote un peu, parce que voilà, vos enfants cherchent du Batman, ils cherchent des choses et que des fois toutes les BD ne sont pas forcément adaptées, foncez, ils ont des BD pour adultes et c'est très très bien. Alors moi je vous conseille j'ai adoré, je sais pas, enfin oui, si je n'avais pas adoré vous le sauriez, mais je trouve ça super bien, c'est une petite série qui s'appelle De la belle époque aux années folles et l'autre des années sombres aux années noires, c'est les mémoires d'un médecin légiste. Général, on n'a pas beaucoup de mémoires de médecins légistes et alors... C'est un livre d'horreur. Hein. Mais alors, c'est l'histoire de France à travers tous les crimes, parce qu'à travers ces crimes, il décrit une époque, une ambiance, des personnages. Et alors là, il y a la bande à Bono, il y a Guyot l'étrangleur, il y a Landru, il y a l'assassinat de Jaurès, et puis alors là, j'adore, il y a Violette Nausea, mais alors je connaissais pas, il y a le dépeceur de Notre-Dame-des-Fleurs. Ça, je trouve c'est une vraie poésie, le dépeceur de Notre-Dame-des-Fleurs. Et puis, il y a Potio, oui, il y a Violette Nausea. Allez-y, on n'en parle pas beaucoup. Si vous aimez pas beaucoup lire ou si vous voulez des choses assez rapides, vous prenez ça, vous faites, c'est des vrais polars, quoi. Sans problème. Mais je sais pas pourquoi on parle pas. Ça doit être parce que l'édition est pas assez flatteuse. CMA édition, donc pour certains journalistes, ça doit pas faire très 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 bien. Et je trouve ça hyper bien fichu. Moi, le dépeceur de Notre-Dame-des-Fleurs, moi, ça m'a fasciné. Hein, je vous le conseille, c'est trop top. Et vous allez passer un bon moment. On passe à une autre chose. Alors, c'est une des femmes les plus... Pour moi, comme on dit, une des plus belles âmes. Vous savez, quand on dit de quelqu'un que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Une belle personne.
une belle personne. Et c'est une biographie de Bernadette Bécassou qui parle de Geneviève de Gaulle. Et Geneviève de Gaulle, c'était une femme absolument incroyable qui a fait des choses pendant la Résistance, qui a fait des trucs, des choses aussi pour les gens à travers ATD Quart Monde, pour les gens les pauvres, pour les émigrants. Elle a été déportée à 20 ans, elle a vécu les camps de concentration, elle fait partie bien sûr de la famille de Gaulle. Mais alors une caractéristique qui est vraiment d'une rareté maintenant, c'est-à-dire qu'elle était modeste et elle était pudique et elle ne disait rien. C'est pas la fille qui va crier partout elle était en déportation, qu'elle a fait ça, qu'elle a été résistante, Allez-y, ça réconforte parce que je trouve que en ce moment, vu ce qui se passe partout, c'est un peu tragique. Et là, vous dites qu'il y a quand même des personnes qui ont existé, puis il y en a aussi actuellement qui font des choses extraordinaires. C'est un très 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 joli livre. Puis j'ai toujours été touché par cette femme. Ça s'appelle Geneviève de Gaulle, les yeux ouverts, de Bernadette Bécassou, et c'est chez Calman Levy. Allez-y, allez, bah oui. Lovecraft Country aux éditions Les Arènes de Matrouf, qui est une réédition qui avait déjà été éditée il y a quelques années, qui est rééditée en fait parce que le bouquin va être adapté sur HBO, et je comprends en fait la raison de l'adaptation. On est dans les États-Unis des années 50, une États-Unis vraiment ségrégationniste. Et on va en fait suivre l'histoire d'Atticus. Atticus qui est un militaire qui revient en fait de la guerre de Corée, mais noir. Il va apprendre que son père a disparu. Il va de tout faire pour le retrouver. Il va partir avec son oncle et une amie à lui pour essayer de le retrouver. Son oncle, qui est d'ailleurs un personnage que j'aime beaucoup et qui a créé en fait un guide du voyageur noir, et qui permet en fait de voyager aux États-Unis sans passer forcément par les villages très ségrégationnistes qui étaient quand même foison à l'époque aux États-Unis. On est quand même dans un livre d'horreur, donc bien évidemment tout va pas se passer forcément bien. Atticus va retrouver son père très très rapidement. Le problème, c'est qu'il va le retrouver prisonnier d'une secte sataniste et très très ségrégationniste. À partir de là, toute l'histoire se déclenche. C'est vraiment un grand hommage au pulp, à la SF, tous ces vieux textes des années 50 qu'on a adoré lire. Si vous êtes fan de SF, on n'arrête pas de donner plein de références de SF, ça vous donnera plein de petits titres de bouquins à ne pas louper. Franchement, foncez, j'ai hâte de voir l'adaptation et lisez-le, c'est très très beau. Moi, je vais reparler d'un livre dont je vous ai parlé déjà depuis longtemps, enfin il y a quelques semaines, parce que c'est paru depuis quelques temps. C'est le bouquin le livre de Nicolas Houguet, L'Albatros, c'est aux éditions Stock, et qui est une pure révélation. C'est-à-dire, on le connaît bien, nous, ici, à la Griffe Noire. Je vais le dire tout de suite, il est handicapé, mais c'est pas très important, hein, quand on lit le bouquin, même s'il parle de son handicap, mais c'est pas ça l'important. L'Albatros, en fait, ce qui m'a époustouflé, c'est son style. C'est-à-dire qu'il a un style, c'est comme une partition de musique, vous savez, vous pouvez pas changer une note, ça chante à vos oreilles. Il a une passion, c'est Patti Smith. Alors je dois vous dire que moi, Patti Smith, ça l'énerve, mais moi, dès que j'entends Patti Smith, je me tire ou alors je pleure, quoi. Enfin, voilà. Et donc il a réussi, il va à un concert. Alors c'est des petits morceaux de vie à travers ce concert, c'est-à-dire qu'il va vous raconter, il va à un concert de Patti Smith, et puis, alors, les gens qui sont en petite voiture, je ne savais pas ça, mais quand on va au spectacle, ils les mettent souvent à la régie, vous savez, on ne les laisse pas dans l'allée, on les met à côté de la régie, mais alors l'intérêt c'est qu'il est un peu loin, l'inconvénient c'est qu'il est un peu loin, mais l'intérêt c'est qu'il peut observer tous les gens, et à travers l'observation de ces gens, il va vous parler de lui. Alors bon, les égos, moi, vous savez, on n'arrête pas d'en lire, hein, puis ils n'ont rien à dire, quoi. Enfin, oui, et lui, en fait, quand il vous parle de lui, il vous parle de nous. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces petites émotions qu'on ressent, c'est d'une subtilité, c'est absolument incroyable, et puis il vous raconte ce concert. Et vous dites, peut-être qu'il faut que je réécoute Patti Smith quand même, parce que j'ai pas dû écouter le même. C'est vraiment, pour lui, c'est vraiment une déesse. Hein, c'est vraiment, on en a un autre comme ça, c'est mon associé, oui, c'est pareil, Patti Smith. Alors Clash, oui, puis Patti Smith aussi. Hein, voilà, c'est deux personnes parfaites. Et donc, c'est une révélation. Alors moi, j'attends avec impatience un roman, parce que ne serait-ce que déjà le style. Moi, j'étais enthousiasmé par ce bouquin. Hein. J'y allais
pas... Je déteste lire les romans, enfin les livres de gens que je connais parce que j'ai toujours peur d'être déçu et tout. Et là, c'est vraiment... voilà, c'est un feu d'artifice de talent. Ne passez pas à côté. C'est un livre intimiste, vous savez, c'est un peu comme... je vais faire fuir les gens, mais un peu comme les films de Romer, vous voyez, alors que je déteste Romer. Hein. Enfin, moi, de Romer, je m'endors, c'est comme Patti Smith. Non, mais c'est vrai, Romer, il vous met 3 heures pour vous expliquer qu'il va aller se baigner et le chemin qu'il prend pour aller à la plage. Donc, on sait qu'il va... Voilà. Et en plus... Là, vous venez de spoiler un film de Romer. Oui, c'est ça. Bah, exactement. Donc, voilà, c'est un peu. Alors, si Romer, je sais pas, je veux dire, si Romer avait du talent, c'est pas vrai parce qu'il devait avoir du talent. Mais là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de patchwork de postes, de sensibilité écrit avec. C'est tellement magnifique son style. Vous êtes complètement eu par ce type, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé, je me rappelle, j'étais dans le TGV, j'ai commencé, j'ai pas lâché, alors que j'ai des piles de trucs en me disant, mais c'est pas possible, Patti Smith et voilà, c'est la découverte d'un homme, c'est la découverte d'émotions, c'est la découverte d'une chanteuse, c'est plein de choses. C'est comme un tableau impressionniste, et puis vous vous en souviendrez parce que j'en ai lu plein. Alors, ce dont je me souviens, c'est la musicalité du style, c'est-à-dire que ces mots, ils sont, voilà, c'est un peu bateau, c'est un peu machin, c'est comme une partition de Mozart, mais c'est ça, c'est-à-dire que je dirais presque Debussy plus. Donc là, décidément, j'ai décidé de les faire fuir tous. Alors, vous oubliez Debussy, Romer et tout, mais c'est exactement, c'est une sensation, c'est un livre. Voilà, c'est un livre à sensation, mais dans le bon sens du terme. Alors ne le loupez pas si vous ne l'avez pas lu. Ça s'appelle L'Albatros de Nicolas Huguet. Je sais pas pourquoi je l'appelais Muguet, c'est ridicule. Huguet, c'est une pure merveille et c'est à mon avis un des styles, voilà, c'est un des plus beaux styles que j'ai lu depuis longtemps en France. Et puis j'attends vraiment avec impatience son roman. Et puis un des petits événements, moi j'adore Sophie Chauveau, ça s'appelle Sonia Delaunay, La vie magnifique chez Taillandé. Alors Sophie Chauveau, c'est une des spécialistes, elle redonne vie à des gens qui ont été statufiés, c'est-à-dire que elle a refait des gens comme Léonard de Vinci, comme je vais vous le dire parce que là je m'en souviens plus, mais Lippi, Botticelli, elle voulait y revivre, c'est-à-dire que c'est pas la statue, l'homme universitaire qu'on nous a donné ou qu'on voit dans les grandes émissions d'art. Là, vous les voyez avec leurs ambitions, leurs défauts, leur jalousie, leur génie hein, aussi. L'époque, elle reconstruit là. Et alors là, je suis hyper content parce qu'elle me parle d'une des peintres et une des femmes que j'ai toujours adorée, qui s'appelle Sonia Delaunay. Et Sonia Delaunay, c'est une génie, hein. Des années, ça va des années 40, des années 50 et ainsi des années 30, qui était un génie dans tout. C'est-à-dire tout ce qu'elle touchait, la peinture, je crois qu'elle a même fait de la sculpture, de la mode, enfin elle a fait plein de choses. Et elle vous raconte cette femme qui va rencontrer alors tous les génies de son époque, hein, et elle vous fait redécouvrir cette femme et en tant que femme dans une époque face à des hommes, face à un courant, face à des événements historiques. Et puis, moi, j'ai adoré parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur Sonia Delaunay. C'est vivant. Vous aimez pas même si vous ne connaissez pas Sonia Delaunay, même si vous aimez pas la peinture, vous allez découvrir une femme. Vous allez découvrir une femme qui est passionnée, qui jusqu'au bout sera passionnée par ce qu'elle fait, par ce qu'elle aime, par l'homme aussi qu'elle aimait. Et puis vous allez croiser des tas de génies, ce qu'on fait plus à notre époque, hein, parce que si vous croisez un génie, vous me faites signe, parce que là, j'accours. Là, maintenant, on n'a plus que des secondes mains. Hein. Enfin, mince. Oui, bah ouais, je sais bien. Donc, je la remercie d'avoir fait, et j'espère que ce livre aura, j'allais dire ce roman parce que ça se lit comme un roman, aura un énorme succès, qui a un énorme retentissement et que ça lui permettra de redécouvrir cette femme qui est quand même plus ou moins oubliée par le grand public. Ça s'appelle Sonia Delaunay, La vie magnifique, parce que vraiment elle a eu une vie absolument magnifique. On rêve d'en avoir une comme ça avec le talent, enfin tout. Sophie Chauveau, c'est chez Taillandier. Et ben voilà, on a fini. On a fini. Alors, comme d'habitude, je vais faire mon autopromotion. Vous allez pouvoir là, on va commencer plutôt par le magazine de la santé c'est sur France 5 avec Marina Carrère d'Ancos. La Sonia Delaunay de notre époque, qui a du talent pour tout ce qu'elle touche. Non, mais ça, c'est pour continuer dans l'émission. C'est tous les vendredis à partir de 13h40. Vous avez Valérie Expert. Alors elle, c'est pareil. Hein, bon, on l'a toujours connue. Enfin, voilà, c'est vrai, j'ai toujours connu Valérie Expert à la télévision. On a commencé ensemble. On vieillit doucement ensemble. C'est sur Sud Radio. Alors là, je sais jamais l'heure. Tous les vendredis à 10h45 à la radio et à 11h sur YouTube. Voilà, c'est incroyable. Et puis on a
Ça 907.7. Voilà, ça j'adore. Plusieurs fois par jour, voilà, super sympa. Et puis on a Isabelle Moreau Eh, et David Abiker sur Canal+, Sur une Canal+. émission, allez-y, la loupez pas, hein, parce que c'est une émission, enfin, c'est une émission absolument incroyable avec un chroniqueur absolument incroyable qui s'appelle Gérard Collard et qui vous parle des livres avec une équipe incroyable et puis des chroniqueurs incroyables. Donc allez-y. Puis si vous n'avez pas l'occasion de la voir, elle est en podcast sur les pages Facebook, la mienne, sur Voilà. YouTube, elle est partout. Vous avez sur Info du Vrai et puis voilà, vous regardez que mes chroniques hein, parce que les autres. Non, je plaisante. Il y a des reportages assez sympas d'ailleurs dans cette émission. Et puis alors vous y mettez le doigt comme d'habitude, voilà. Le pouce bleu. Oui, carrément le pouce parce que vous êtes ambitieux. Et puis, Abonnez-vous. ah oui, Partagez. ah ouais, abonnez-vous parce qu'il faudrait qu'on approche des 10 000 pour qu'il ait sa formation gratuite, enfin ses formations gratuites par YouTube, ce qui nous éviterait de la payer. Non, mais je crois qu'on n'y a pas droit en plus. Hein. On n'a pas le droit de, non, on n'a pas le droit de payer. Donc, parce que voilà, il veut monter, il veut être le Léonard de Vinci voilà, Encore du boulot alors. ça c'est vrai. Mais bon, hein, on peut rêver. Non, faut être optimiste. Hein. Oui, c'est d'accord. Non, lui il n'ose pas parce que bon, il se dit, il va mal me cadrer, il va me supprimer ça, quand il il va tourne remonter. après. Voilà, donc non mais voilà. Donc la prochaine c'est dans 15 jours. Hein, Le 15 mai. Le 15 mai. Ah, je suis pas là le 15 mai. Je crois que j'ai un dîner. Mais enfin Ah, bon. c'est mon anniversaire. C'est votre anniversaire. Hein. Il faudra Warlu est sauver- en fête. Voilà. Et Oh, à tout le monde Nord souhaite est en fête. un joyeux anniversaire à Fred. Ah oui, alors faudra. Alors Plein de commentaires. n'oubliez pas, je vous donne son numéro de téléphone personnel, c'est le 06. Vous souhaitez un joyeux anniversaire Mais je vois ça, le je peux 15 mai. Je peux l'afficher. Et votre numéro de téléphone? Le vôtre. Oui, alors ça je réponds jamais, donc les gens le savent. Ça, C'est pas faux. c'est pas vrai. Là, si vous pouvez téléphoner, il y a. Non, par contre, ce qu'on peut dire, le 15 Mai. le 15 mai, on sera à un mois tout pile du Tout salon pile. À moi tout pile. Oui, on sera à moi tout pile. de sa mort en poche. Alors là, on sera en France, on a déjà regardé les météos et tout, et comme si jamais il pleut, on est mort, on fera pas, il n'y aura pas de 15e. Ça sera le 16e au moins. Oh là, c'est incroyable. Bon, bah voilà, on va pas non plus, hein, Bah, voilà. n'importe comment, là, enfin bon. Merci de vos commentaires. Ah Merci oui. de partager les vidéos. Dites-lui que son t-shirt est beau, ça lui Merci. fera énormément de Exactement, plaisir. Likez, allez sur... Alors, vous voulez vraiment lui faire plaisir, allez sur sa page Facebook, Thomas Raymond, Exactement. voilà, et vous lui likez les trucs parce qu'il est compte, hein, donc là, Oui, c'est et là vrai. il est en progression exponentielle, donc déjà il commence à avoir le melon. Mais alors allez-y, ça Le lui jeu. fera. Voilà, allez-y, vous dites que son t-shirt est merveilleux, que voilà, c'est une idole quoi, une icône là déjà. Bon, à bientôt et puis bientôt. à dans 15 jours. Allez, Bonne salut. soirée.